BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition estivale de Grand Paris. On va parler de politique aujourd'hui avec les représentants des jeunes mouvements de tous nos grands partis. Alors on est encore au cœur de l'été, mais il y a déjà un certain nombre de dossiers qui s'accumulent pour la rentrée. Et puis on va aussi faire un petit point sur les premiers mois du gouvernement Hollande. C'est l'occasion de faire aussi un premier bilan. Vous nous direz tous ce que vous en pensez. Alors avec nous pour traiter tous ces sujets, nous avons Arthur Clouzot. Arthur Clouzot, vous êtes membre des Jeunes Socialistes. Yann Brossat, vous êtes président du groupe communiste au Conseil de Paris. Vous êtes donc aussi Front de Gauche. Absolument. Bien évidemment. Jérémy Coste, porte-parole des Jeunes Forces Démocrates. Bonjour. Et puis Geoffroy Boulard. Geoffroy Boulard, vous êtes adjoint au maire du 17e arrondissement et vous représenterez ici l'UMP. Alors, on va commencer, j'avais envie de vous demander, par faire peut-être un premier bilan de l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ça fait maintenant quelques semaines qu'il est en place. C'est la trêve estivale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je donnerai la parole à la défense à la fin. Donc, je vais peut-être commencer avec vous, Geoffroy Boulard. Quel regard vous portez sur ces premiers mois, à la fois en termes d'action? Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises? Puis peut-être en termes de style aussi, parce qu'on y reviendra, ça compte. Oui, on nous avait annoncé un grand changement. Si on regarde sur un plan législatif, c'est pas passé grand-chose. Le bilan est mince. On a une loi sur le harcèlement, on a le collectif budgétaire, 2 lois. En 2007, on avait les peines planchers, l'autonomie sur l'université, service minimum. On voit la différence. 5 ans après, on voit que le bilan est quand même pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Mais bon, on est obligé de le constater. L'intervention du 14 juillet, une annonce, une commission. On attendait autre chose. Je crois que c'est la fin des illusions, mais on l'a dénoncé pendant la campagne présidentielle. On est en ce début août en plein dedans. Et je crois que malheureusement, François Hollande cherche à prendre le contre-pied systématique de Nicolas Sarkozy. L'impression qu'on vivait dans une société totalement inégalitaire. Je crois que ça devient un petit peu grotesque. Vous pensez que c'était la ligne de conduite. Alors, l'UMP, on va aller plus à gauche que le Parti Socialiste. Yann Brossat, vous finalement, vous étiez quand même quelque part un petit peu, vous avez appelé à voter pour François Hollande. Il y a une déception pour vous après ces premières semaines, ou bien est-ce que non, vous pensez que le contrat est rempli ? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui sont bonnes. Je pense au collectif budgétaire, au choix de mettre à contribution les revenus des plus riches, de créer un certain nombre de postes dans l'éducation nationale. Ça, ce sont des mesures qu'on attendait et que le Front de Gauche attendait lui-même. Et ça a été fait, c'est bien. En revanche, je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'urgence sociale qui est liée à la destruction à laquelle on a assisté pendant la période de Nicolas Sarkozy. Et ça, de notre point de vue, et nous le dirons dans la période qui vient, c'est lié au fait que le gouvernement reste aujourd'hui dans les clous des politiques européennes qui sont des politiques d'austérité. Et tant qu'on sera dans ces clous-là, le gouvernement continuera à mener une politique qui, de notre point de vue, est timorée. Donc c'est un changement qui est un peu timide. Et heureusement qu'il y a le Front de Gauche, de mon point de vue, pour muscler un peu tout ça au sein de la majorité. Jérémy Coste. Écoutez, j'ai envie de dire tout d'abord que c'est un peu trop tôt pour faire un bilan du gouvernement. On est dans une crise quand même qui est majeure, donc aujourd'hui tirer un bilan, ce serait un peu abusif. Donc, par contre, sur la forme, moi je dirais que le président Hollande répond assez aux critères d'une présidence. En tout cas, après 5 ans d'hyperactivité présidentielle, on a aujourd'hui un président plus sage, plus calme. Sur la forme, sur le fond, en revanche, moi je suis très inquiet parce qu'effectivement, comme Yann Brossat, je pense que il n'a pas pris la mesure de la gravité de la crise. Sur la Syrie, qu'entend-on ? Où est la France sur le domaine de l'emploi, du chômage? Aulnay, je le rappelle, des milliers d'emplois supprimés. Que fait la France? Est-ce qu'elle tape du poing sur la table? Est-ce qu'elle essaye de trouver des solutions pour sauver ses emplois? Rien. J'ai envie de dire aussi sur les Roms. On voit que le gouvernement Ayrault et Hollande nous avaient dit un grand changement. Le changement, c'est maintenant. Moi, ce que je vois, c'est que c'est la continuité. Une fois de plus, UMP et Parti Socialiste, sur beaucoup de points, c'est la même chose. On expulse alors que ce sont
pour les Roms, j'en parlais, des citoyens européens. Moi, je suis scandalisé comme je l'avais été à l'époque quand j'étais membre du Nouveau Centre. Je le dis aujourd'hui, membre de la FED, la Force européenne démocrate, en tant que porte-parole des jeunes forces démocrates. Je suis scandalisé de voir ce comportement. Donc, je suis inquiet de voir ce gouvernement. Les jeunes forces démocrates, concrètement, c'est... concrètement, c'est assez simple. Aujourd'hui, vous le savez, et les auditeurs le savent, il y a beaucoup de partis centristes. Moi, depuis 2 ans, six. Oui. Il faut dire les choses, il faut dire les choses clairement. Moi, depuis 2 ans, avec mes équipes, j'ai toujours porté le message de rassemblement parce qu'il faut apporter un message alternatif entre la droite et la gauche dans notre pays. Les Français l'attendent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus audibles. Donc, nous souhaitons rassembler cette force. Et donc, la Force européenne démocrate, qui a été lancée par Jean-Christophe Lagarde, Grégoire Leblond, qui est un ancien membre du MoDem, André Santini, François Sauvadet, Michel Mercier, ancien garde des Sceaux, et tant d'autres centristes, a pour objectif principal de rassembler cette forme centriste. Et pour exemple concret, nous permettons, nous, dans notre famille politique, à la FED, la double adhésion pour montrer que nous travaillons sans exclusive et sans condition avec tous les centristes. Oui, c'est vrai qu'au centre, ça va demander une expertise. Si on avait les courants au Parti Socialiste, on avait à l'UMP aussi, là ça va être, mais en fait, finalement, ça va être intéressant à suivre. Juste en un dernier mot, la Force européenne démocrate est une des composantes de ce qu'on appelle la future famille centriste. Aujourd'hui, elle est divisée. Au sein du PS, il y a plusieurs courants. Au sein de l'UMP, il y a plusieurs courants. Il suffit juste aujourd'hui que les centristes se retrouvent, se rassemblent, les jeunes portent ce message, les jeunes forces démocrates porteront ce message, et puis dans les années qui viennent, on va essayer de changer les choses entre l'UMP et le PS qui ont des politiques parfois limitées. Bien, c'est noté. Alors, vous avez entendu Arthur Clouzot un petit peu, la liste des griefs, qu'on fait à peu près à François Hollande et au gouvernement Ayrault. Vous, quel regard vous portez sur la difficulté aussi de la période? Je vais revenir sur les 2 points, les 2 griefs essentiels qui ont été faits. Le premier, il a été fait donc par l'UMP qui dit oui, sur la méthode, c'est un peu bizarre, on n'est pas dans la suractivité, mais justement, ça c'est un bon point qu'on peut donner puisqu'on fait un bilan. Sur la méthode, on arrête l'hyper-président qui fait une annonce tous les 4 matins sur un sujet différent et qui fait un tourbillon pour au final ne rien faire. Tout à l'heure, l'exemple a été pris de la session extraordinaire en disant regardez, il faut faire beaucoup plus de lois. Mais on peut faire un bilan aussi de l'accumulation législative. La réalité, c'est que nous avons eu des lois mal ficelées. C'était la marque de fabrique du fonctionnement du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter, y compris puisque on n'est pas là pour faire une loi. Les lois, c'est pas fait pour faire de la communication. Or, c'est ce que vous avez fait. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un collectif budgétaire, et là c'est sur le fond, notamment un collectif budgétaire qui rétablit un certain nombre d'égalités, qui respecte un certain nombre d'engagements de campagne, puisque le cap qui a été fixé, les clous dans lesquels nous sommes, c'est celui du programme de François Hollande, celui pour lequel il a été élu par les Français. Et donc moi je trouve que c'est un peu déplacé de la part notamment de l'UMP qui vient de découvrir l'opposition et qui apparemment ne sait toujours pas complètement qu'elle a perdu et qu'elle passe son temps à essayer d'expliquer ce qu'il faut faire alors que les Français les ont sortis après 10 ans de pouvoir. Tout à l'heure on parlait de la crise des emplois, etc. Aujourd'hui, à aucun cas on interroge la responsabilité du gouvernement précédent dans cette situation. Aujourd'hui on dit oui, il faut agir, il est urgent d'agir. Attention, moi je me rappelle de l'UMP qui disait on va bloquer les prix du gaz avant les élections puisque ça va être, vous allez voir, c'est une très bonne mesure qui permettait avant les élections de dire regardez on fait quelque chose pour le pouvoir d'achat, etc. La réalité, vous pouvez me le dire, c'est que c'est les Français en fait qui vont payer. En fait, on a suspendu les prix du gaz pendant la période électorale pour ensuite faire payer les Français. Donc cette méthode-là, si c'est ça la méthode que vous recommandez à François Hollande, c'est pas celle qu'on va suivre en fait. Merci beaucoup Arthur Clouzot. Bon, on va marquer une première pause, on reviendra sur tous ces sujets et on redémarrera peut-être avec justement ce sujet qui est préoccupant quand même, c'est on voit quand même qu'on a une crise, on nous annonce une récession. Est-ce que le gouvernement, dans le timing qu'il impulse à sa politique, est-ce qu'il a vraiment pris la dimension de cette crise? À tout de suite. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de ce Grand Paris, donc débat avec les responsables et membres des jeunes partis politiques au cœur de l'été. Donc nos 4 débatteurs, Arthur Clouzot, membre des Jeunes Socialistes, Yann Brossat, président du groupe communiste au Conseil de Paris, donc Front de Gauche aussi évidemment, Jérémy Coste, porte-parole des Jeunes Forces Démocrates, et puis le représentant de l'UMP, Geoffroy Boulard, adjoint au maire du 17e arrondissement. Alors on va revenir justement sur ce problème de tempo un petit peu. Alors on a bien compris effectivement, et c'est ça qui est effectivement une rupture par rapport peut-être à l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'est que on a l'impression que François Hollande
veut se donner le temps. On a bien noté qu'il voulait laisser la place au dialogue, ce qui peut donner l'impression parfois que ce n'est pas lui qui décide alors qu'on attendrait des décisions. Mais par exemple, on a eu un sommet social dans lequel on a vu des thématiques qui risquent d'aboutir à des décisions, peut-être même en fin 2013, début 2014. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, quelque part, on n'a pas pris la dimension de l'urgence de la crise, hein? Le dialogue social est quelque chose de très important, mais est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui s'imposeraient pour, alors lesquelles, je ne sais pas, des décisions à prendre ou pour essayer d'endiguer la catastrophe économique dont on pressent qu'elle est imminente? Avec vous, Yann Brossard. Je pense effectivement qu'aujourd'hui on est confronté à une urgence sociale terrible. On le voit avec la multiplication des plans sociaux, des délocalisations, et tout ça, ça suppose des décisions qui soient franches. Alors évidemment qu'il faut dialoguer avec les syndicats, et c'est très bien qu'on rompe avec une période au cours de laquelle le gouvernement insultait les syndicats. Nicolas Sarkozy a passé toute la campagne présidentielle à insulter les syndicats. Donc c'est bien qu'on les associe. Mais dans le même temps, on a, et c'est ce que défend le Front de gauche, besoin de dispositifs législatifs. Par exemple, est-ce qu'on interdit ou pas, par la loi, les licenciements boursiers, les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, qui choquent les Français? Parce qu'on peut quand même pas imaginer qu'on continue d'avoir des charrettes de licenciements dans des entreprises qui font des bénéfices records. Donc il y a un certain nombre de décisions à prendre. Et c'est la raison pour laquelle nous, au Front de gauche, on fait des propositions au Parlement et on souhaite qu'elles puissent être adoptées. Mais je pense vraiment qu'il y a une urgence sociale terrible dans ce pays et que le gouvernement devra en tenir compte, parce que sinon il va au-devant de mouvements sociaux qui vont finir par s'exprimer, parce qu'il y a encore une exaspération monstrueuse en France qui est née de tout ce qu'on a connu pendant la période de Nicolas Sarkozy. Si on veut un vrai changement, on a besoin de décisions franches, de décisions courageuses. Et c'est un peu ça qui manque aujourd'hui. Geoffroy Boulard. Oui, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est les Échos avant-hier qui titraient 2007-2012, 5 ans de crise. On a oublié qu'on est en crise déjà depuis 5 ans. Et je crois que l'urgence, elle est d'abord économique. L'économie et le social vont ensemble. Mais si on commence pas par l'économique, il va y avoir un problème. Et quand on regarde les premières décisions, les rares décisions du gouvernement, c'est quoi? C'est taxer plus les entreprises. C'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés, avec le déplafonnement, enfin l'arrêt des heures supplémentaires. C'est quand même la défiscalisation, c'est quand même une mesure qui était relativement populaire. Bon, sur le dos, voilà, c'est le dogmatisme qui a prévalu, on le regrette, mais c'est l'économique. Le plan de Montebourg, on parle de crise. Il y a quelques bonnes idées sur effectivement véhicules propres, etc. Mais globalement, on est à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une économie mondialisée. On ne parle pas de compétitivité, on ne parle pas de charge. On a l'impression que ce sont des gros mots, gouvernement. Mais la rentrée de septembre va les rattraper. Jérémy Coste, dont je rappelle que vous êtes le porte-parole des jeunes forces démocrates, vous, quel est votre diagnostic sur la situation? Est-ce que vous partagez, par exemple, le diagnostic qui a été fait, je sais pas, par Laurence Parisot notamment, qui dit attention, la situation financière des entreprises aujourd'hui. Alors oui, il y a peut-être quelques entreprises du CAC 40 qui se portent bien, mais globalement, les entreprises françaises n'ont finalement pas été aussi fragiles depuis au moins le milieu des années 80. Et est-ce que l'urgence, c'est pas plutôt un choc de compétitivité du côté des entreprises plutôt que des mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat? Il est clair que la crise couvait, mais avant ça, je voudrais quand même dire aux socialistes et à la nouvelle majorité, et notamment à leurs représentants ici sur ce plateau, qu'il ne faut pas confondre la modération de la parole et des actions sur le terrain, c'est vrai qu'après 5 ans d'hyperactivité, avec l'absence d'action et l'absence de parole. Aujourd'hui, il y a des crises graves, internationales, intérieures, sur lesquelles il mérite que la France et le président de la République, et parfois même le Premier ministre, s'expriment. Aujourd'hui, on voit un gouvernement absent, j'ai l'impression d'un gouvernement fantoche. Et ça, ce n'est plus possible. Il faut absolument qu'il soit présent, même pendant l'été. C'était la première chose. Ensuite, sur votre question, évidemment, il faut qu'il y ait des mesures importantes et immédiates qui soient prises. Je ne pense pas qu'il faut se concentrer sur des mesures absolument économiques, mais je pense qu'il faut recréer de la confiance et de l'espoir dans notre pays. Et ça passe par quoi? Par l'éducation. Moi, personnellement, et je sais parce que on l'entend au niveau des jeunes, il y a un gros problème au niveau de l'éducation dans notre pays. Et quand je parle d'éducation, je parle aussi de formation, d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Je prendrai un seul exemple. Il faut réformer
réformer le Pôle emploi? Est-ce qu'il est normal que certains membres agents du Pôle emploi n'aient jamais eu une activité dans le privé ou dans le public? Peu importe. Ce sont des choses qu'il faut réformer pour rendre le changement concret. Les gens, quand ils vont, et j'en ai des amis qui vont au Pôle emploi parce qu'ils sont en situation de chômage, me disent mais qu'est-ce que j'ai en face de moi? C'est pas pour critiquer les gens du Pôle emploi, mais c'est vrai qu'on a des choses qui ne correspondent pas à la situation économique. Il faut absolument réformer des choses. Le changement, on nous l'avait annoncé. Moi, je souhaite qu'il ait lieu, mais qu'on le fasse vite. Il y a quand même un sujet sur lequel peut-être vous serez d'accord pour dire que François Hollande s'est beaucoup démené. Et ça, avant de passer la parole à Arthur Clouzot, dont la tâche est difficile, hein, puisque vous avez presque... Voilà, c'est quand même par rapport à cette idée de relance européenne, de la croissance. On reviendra sur le dossier européen, mais est-ce que quand même, il n'y a pas eu là une certaine forme d'activisme, ou bien est-ce que vous pensez que finalement ça a été de l'affichage, que les sommes en jeu sont faibles et que ça n'a été qu'une façon... peut-être de faire passer l'idée que les partenaires européens, en échange de l'acceptation de ce plan relance, avec la France, finalement, accepterait sans doute le nouveau pacte de stabilité et que tout le monde était très content comme ça. Quel regard vous portez sur cette promesse qui paraît tenue finalement, hein, quand François Hollande a dit « je renégocierai les traités européens pour avoir un volet croissance ». Est-ce que là, la promesse vous paraît tenue ou pas? La croissance ne se décrète pas, ça c'est un fait. Mais deuxième chose, et je m'inscris en faux avec ce que disait Yann Brossa du Front de Gauche, ce qu'il manque à l'Europe, c'est ce fameux bon fédéral. Je sais que ce mot fait peur aux Français, mais la réalité c'est que nous en avons besoin. Un exemple simple, et les auditeurs le comprendront facilement. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour tous les eurosceptiques que 70 millions de Français seuls de leur côté peuvent concurrencer 1,4 milliard de Chinois, autant d'Indiens, beaucoup d'Américains, Sud-Américains, etc. L'Union européenne a besoin de faire son saut fédéral, on le voit bien, il y a besoin de coordination économique, il y a besoin de coordination politique, de coordination sociale aussi. Il faut essayer de réguler, il faut essayer d'inscrire un minimum social partout en Europe, il faut essayer d'augmenter les salaires. Ces choses-là, on en a besoin. Que dit le président Hollande? Je ne dis pas que le président Sarkozy en faisait plus ou au moins autant. Aujourd'hui, il faut que l'Union européenne fasse son bond fédéral. Il faut qu'elle assume cette nécessité de coordonner les politiques européennes à tout niveau, social, économique et aussi au niveau de l'éducation et de la formation. Il faut que l'Europe se fédéralise. Alors, Arthur Clouzot. Alors, je vais tout d'abord là, juste sur le sujet, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut faire progresser l'Europe. Aujourd'hui, néanmoins, c'est un peu fort quand même de nous expliquer ce qu'il faut faire sur l'Europe, alors que votre parti était au gouvernement, quand la France avait la présidence française de l'Union européenne, vous n'avez jamais pensé à agir dans ce sens-là, à aller dans ce sens-là? On voit aujourd'hui... Attends, laisse-moi finir. 22 députés face à 300 députés UMP. Je ne dis pas qu'on n'est pas responsable, mais on n'avait pas les moyens. Donc c'est confortable d'être toujours dans l'opposition, effectivement, c'est très bien, ça permet de donner des leçons. Après, plus sérieusement, sur la question de dire, est-ce qu'il n'y a pas une sous-activité, où est le président de la République, on ne le voit pas, il y a une crise, etc. Alors, c'est un reproche récurrent quand même. Hein. C'est un reproche récurrent, mais je vais peut-être livrer un scoop. Alors on n'a pas l'habitude depuis 5 ans, mais vous savez que quand le président ne passe pas la télé pour dire ce qu'il fait, il travaille quand même. Et que, on le voit notamment sur le dossier syrien, oui, la diplomatie syrienne française est active sur le dossier syrien. Sur la plage de Brégançon, elle est extrêmement active. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous savez très bien comment ça se passe aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, humanitaire qui est sur place. Et le redressement de l'État, c'est ça. Est-ce que les victimes en Syrie attendent simplement de l'aide humanitaire de l'autre côté de la frontière? Attendez. Sur l'Europe là, parce que la Syrie, on va l'aborder après sur la Syrie. Mais voilà, aujourd'hui, le redressement de l'État, c'est aussi ça. C'est arrêter de faire croire qu'il y a un bonhomme qui agit uniquement parce qu'il parle devant la télévision. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Sur l'Europe là, quelque part, est-ce que paradoxalement, François Hollande ne supporte pas, pour le coup, les inconvénients de cette rupture de style qu'il a souhaité. C'est-à-dire que, du coup, par rapport à l'activisme dont on savait Nicolas Sarkozy coutumier, est-ce que là, le fait que les Français avaient l'impression qu'on s'occupait d'eux, peut-être, est-ce que finalement là, les Français n'ont pas l'impression de se sentir un peu abandonnés? Écoutez, mon collègue de l'UMP veut parler de l'Europe, mais sur ce sujet-là, moi, je suis désolé, ce qui s'est passé dans la renégociation du traité, c'est un engagement de campagne qui a été tenu. C'était pas un moindre engagement de dire on avait Angela Merkel qui voulait faire la campagne de Nicolas Sarkozy qui expliquait non jamais on va le faire. Qu'a fait François Hollande? Qu'est-ce qu'il a obtenu?
il a obtenu l'engagement de campagne. Le volet croissance. croissance, c'est 120 milliards qui vont être... Il n'y a pas une ligne qui a un changé euro dans en le France. traité lui-même. Dans le traité lui-même, le traité européen tel qu'il sera adopté par le Parlement, il n'a pas été modifié. Bien sûr, il y a ce paquet consacré à la croissance qui n'a absolument aucune valeur contraignante. Vous avez soutenu un président dont le programme c'était celui-ci. En revanche, le traité européen lui-même n'a pas été modifié. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu renégociation. C'était l'engagement. De ce point de vue, il y a un engagement. C'était une renégociation Il n'a pas été sur le volet croissance. C'est la poudre aux yeux. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Il n'y a pas eu il y a eu l'ajout d'un volet. C'était l'engagement. C'était l'engagement ou c'était pas Non, il y a l'engagement? l'ajout d'un volet qui n'aura pas de valeur contraignante. Et par Arrêtez. ailleurs, le traité européen s'appliquera, dont on sait très bien qu'il nous contraint à des politiques d'austérité. Donc François Hollande va être confronté à une contradiction, bien sûr. c'est qu'il a été élu sur un programme qui est contradictoire avec ce qui est contenu dans ce traité européen, qui nous contraint à une austérité à vie, à une austérité à perpétuité. Et à mon avis, le problème de style que rencontre aujourd'hui François Hollande, il renvoie à un problème de fond. C'est qu'on a un fond qui est flou, et ce flou, il est lié à cette contradiction-là. C'est-à-dire que tant qu'on ne tranchera pas, tant qu'on ne décidera pas entre politique d'austérité ou politique de relance, on sera condamné à faire des espèces de va-et-vient, de zigzag, et c'est ça aujourd'hui la difficulté à laquelle, de notre point de vue, François Hollande est confronté. Est-ce que Yann Brossa, la règle d'or, c'est selon toi une question d'austérité? Est-ce que adopter dans les constitutions la notion de responsabilité et de responsabilisation des hommes politiques, on se joue de mots dès lors qu'on considère négative? Dès lors qu'on considère que pour réduire les déficits, il faut manger sur les dépenses sociales, évidemment que c'est une politique d'austérité. De fonctionnement. Évidemment, on peut bien entendu investir pour la croissance. Si c'est diminuer le nombre de fonctionnaires, si c'est diminuer les services publics, inévitablement, c'est ce qu'on appelle des politiques d'austérité. Et les Français comprennent très bien que ça s'appelle une politique de rigueur et une politique d'austérité. On peut prendre les Français pour des imbéciles, mais à un moment donné, ils savent très bien de quoi il s'agit parce qu'ils l'ont expérimenté depuis des années. Les Français savent très bien qu'en matière Vu d'éducation, l'accumulation des on n'a pas déficits, on peut forcément pas dire que besoin. la France ait fait preuve On n'a pas forcément besoin de plus. On n'a pas diminué le nombre de fonctionnaires dans ce pays. Si, ça je On n'a pas diminué le nombre de fonctionnaires. Mais ce sont des politiques qui ont fonctionné. Ce dont la France a besoin, c'est de réformer son système éducatif qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas d'embaucher davantage de fonctionnaires. D'accord, donc on aura encore moins de profs pour non, enseigner. Non, je n'ai pas forcément le lien entre la dette publique Monsieur Hollande va en embaucher. Attendez, pas tous à la fois. Je n'ai pas parlé de supprimer ou d'embaucher. J'ai parlé de réformer notre système éducatif. Peut-être que ça nécessitera. Mais on a des propositions et on en fera au sein du groupe UDI. Allez messieurs, on marque une deuxième pause et nous continuerons sur l'Europe parce que où nous mènent ces politiques d'austérité, ça j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis là-dessus. Et puis on abordera après la politique internationale avec notamment le dossier syrien. À tout à l'heure. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour le troisième volet de ce Grand Paris très politique avec les représentants des mouvements de jeunes, de nos grands partis politiques. Je vous les présente à nouveau. Donc nous accueillons Arthur Clouzot, membre des Jeunes Socialistes, Yann Brossa, président du groupe communiste Conseil de Paris et Front de Gauche évidemment aussi, Jérémy Coste qui représente les jeunes forces démocrate, hein, c'est ça, voilà, le nouveau nom. Et puis Geoffroy Boulard, représentant de l'UMP, adjoint au maire du 17e arrondissement. Alors on va terminer ce dossier européen avec quand même une question, et là je vous demande de répondre vraiment en votre âme et conscience. Quand on voit quand même l'enchaînement austérité, récession, dans lequel sont engagés beaucoup de pays européens, les efforts qu'on a demandé à la Grèce, quand l'Espagne annonce qu'elle va faire des plans d'économie considérables sur 2-3 ans, auxquels peu de gens croient finalement. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va essayer de changer son fusil d'épaule? Est-ce que quelque chose va se passer dans les mois qui viennent pour arrêter cet engrenage? Est-ce qu'on va se dire, finalement, attendez, peut-être on étale, je ne sais pas, sachant que les marchés financiers, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la croissance. Ce ne sont pas des ayatollahs de l'austérité. Hein. Comment vous voyez, vous, cette espèce de dogmatisme européen évoluer dans les prochains mois? Si c'est un dogmatisme, peut-être que vous trouvez que c'est la bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Geoffroy Boulard, par exemple? La politique d'austérité, on peut appeler rigueur, on peut jouer sur les mots, on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à une problématique, c'est qu'on a un endettement catastrophique au niveau des États. On a une problématique au niveau des entreprises européennes qui sont concurrencées directement par les entreprises chinoises, les entreprises asiatiques, l'Inde qui montent. Et on a une véritable problématique sur comment créer de l'emploi,
comment créer l'emploi, comment créer derrière de la valeur finalement en Europe. C'est une vraie question de fond. Parce qu'on voit effectivement au niveau industriel des problématiques qui ne sont pas nouvelles non plus, mais il y a une vraie réflexion à avoir. Et là, on ne voit pas trop finalement l'Europe réfléchir à la prospective, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire en Europe et sur quoi on a des pôles d'excellence. Donc je crois que ça, c'est essentiel. Sur la partie réduction des déficits publics, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut être très clair. On va à la catastrophe. À un moment donné, il va falloir revoir, je pense, les politiques publiques, voir là où on peut faire des économies raisonnablement. On est attaché à des services publics de qualité. On parlait avec Ken Brossa qui est inquiet, effectivement, privatise tout. Je pense qu'à un moment donné, il y a une réflexion et que ce moment arrive. Est-ce qu'il est possible, Jérémy Coste, à votre avis, de continuer à faire des économies sans changer radicalement le mode de fonctionnement de tout un tas d'administrations? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'à organisation constante, on n'est pas arrivé au bout des économies et du grattage des fonds de tiroir? C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'administration qu'il faut aujourd'hui revoir, moderniser cet appareil administratif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement ce que les centristes disent depuis des années. Malheureusement, nous ne parvenons pas à acquérir le pouvoir, donc c'est difficile d'appliquer ce que nous préconisons pour la France, mais c'est exactement ce que nous pensons. Une chose sur les marchés financiers ne demandent pas de la croissance, ce qu'ils veulent, c'est de la confiance. Et la confiance, elle ne se décrète pas, elle s'inspire, elle s'impulse par des hommes politiques qui soient des visionnaires. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes politiques en Europe et notamment en France qui fassent, je le disais tout à l'heure, ce bond fédéral. Il faut qu'on ait des propositions, il faut qu'on lance des grands chantiers en Europe, il faut qu'on investisse dans des grands projets et il faut bien entendu réformer nos systèmes administratifs partout en Europe pour que justement il n'y ait plus de mauvaises dépenses, de mauvaise gestion. Il faut responsabiliser et la première des règles, c'est la règle d'or, ne pas créer de budget en déficit. Alors Arthur Clouzot, représentant des jeunes socialistes, est-ce que finalement aujourd'hui, pour se redonner des marges de manœuvre, la solution n'est pas justement cette modernisation de notre administration? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de François Hollande? Qu'est-ce qui peut se passer sur ce terrain? Là, aujourd'hui, donc, je suis assez troublé d'entendre le programme de Nicolas Sarkozy en 2007 qui était à peu près celui-ci. On réforme, on purge les administrations et les services publics et vous allez voir, ça va aller mieux et en plus on a un homme de confiance qui va inspirer la force. C'est toi qui parles de purge, j'ai absolument pas dit ça, donc ne me donne pas des propos que je n'ai pas Oui, mais derrière les beaux mots, on a entendu des beaux mots comme la RGPP pendant des années, on a vu le résultat. Moi je suis centriste. La crise est arrivée. Alors attendez, excusez-moi. Vous avez oublié la crise. Tu expliquais tout à l'heure que vous n'étiez pas au pouvoir, tu soutiens Jean-Louis Borloo, je l'ai quand même vu un peu au gouvernement Jean-Louis Borloo. Oui, je pense que Jean-Louis Borloo voilà, je suis désolé, on peut comme un moment ou un autre dire que vous avez été au pouvoir. Vous avez été au pouvoir. Vous avez été au pouvoir. Vous n'étiez pas dans l'opposition pendant 10 ans. Et l'environnement, vous n'étiez pas dans l'opposition pendant 10 ans. Borloo, c'est quoi? Oui, mais vous étiez au pouvoir pendant 10 ans. Ah donc en fait on choisit. Non, mais on va pas faire le bilan. On va pas faire le bilan, mais on va faire le bilan, mais c'est un petit peu agaçant. Mais là-dessus, c'est l'État, parce que je vous rappelle quand même que le discours de la porte de Versailles de Nicolas Sarkozy en 2007 nous promettait ce que tout le monde, tous les économistes souhaitent pour revenir au niveau européen de dépenses publiques, c'est-à-dire à peu près 50 à 80 milliards d'économies dans la dépense publique. La RGPP n'en a péniblement trouvé finalement que 7 à 11. Donc là-dessus, on a été un peu déçus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons socialistes sur cette modernisation de l'administration? Il y a une première chose, et on l'a vu que la RGPP aveugle et idéologique qui avait été celle mise en place a eu des effets désastreux partout sur le territoire, dans beaucoup d'administrations. Tout à l'heure, tu parlais de l'éducation, c'est un très très bon exemple. Fallait voir dans quelles conditions, et même cette année, dans quelles conditions est-ce que la rentrée scolaire. Alors, excusez-moi, je termine. Donc ça, c'est le premier pas. Et l'autre pas, quand on dit, il faut aussi remplir les caisses, puisque on a eu justement une RGPP, on allait au bout du bout en disant on va réduire les dépenses de l'État. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des recettes? Au niveau des recettes, on a fait plein de dispositifs fiscaux qui permettaient à beaucoup de ne pas payer d'impôts. Non, mais voilà. Et les deux piliers, c'est de dire il faut réorganiser, moderniser, non pas sous le regard uniquement de l'économie, comment ça a été fait, mais au niveau de l'utilité et de la qualité du service public. Donc c'est un petit peu, c'est grossièrement, puisqu'on est dans l'urgence, l'idée de dire on va faire 60 000 postes dans l'éducation nationale, mais effectivement à effectif constant de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire des choix courageux qu'on va faire, mais on va pouvoir expliquer ces choix courageux. On va pas dire bêtement, on va supprimer tous les... Yann Brossa, on a quand même l'impression
que dans ce débat autour de la modernisation de l'administration, la seule variable à laquelle on pense, c'est soit supprimer, soit ajouter des fonctionnaires. Est-ce que la réponse... nous, on réorganise, c'est ce qu'on fait. On est en train de réorganiser. On n'augmente pas, on baisse pas, on réorganise. C'est d'embaucher plus d'enseignants. Mais on a quand même le droit de tirer le bilan d'une politique qui a consisté au cours des 5 dernières années à réduire le périmètre de l'État et qui a mis... Mais précisément parce que ça a été... Mais précisément, si vous permettez qu'on termine un raisonnement, puisque cette politique a échoué, l'heure aujourd'hui est à changer de politique. Et précisément à se demander de quelle manière on réintroduit de l'État dans les quartiers populaires, de la sécurité, de l'éducation. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est précisément ce qu'il faut faire. Mais si vous permettez qu'on parle, vous avez manifestement beaucoup de problèmes avec le fait qu'on puisse terminer un raisonnement. Ce que je dis, c'est que les politiques qui ont été mises en place et qui ont consisté à réduire la place de l'État, notamment dans les quartiers populaires, ont été désastreuses et qu'il est donc temps de changer de braquet. Et aujourd'hui, les élus du Front de gauche se battent pour ça. Quand, par exemple, on embauche des postes d'enseignants, je dis que c'est une bonne chose parce qu'on a besoin dans les quartiers populaires d'avoir des écoles qui fonctionnent. Et pour être un élu du 18e arrondissement, je peux vous dire que les 5 dernières années, de ce point de vue-là, ont été désastreuses. Quand on a des écoles de la Goutte d'Or dans lesquelles les enseignants ne sont pas remplacés, on se retrouve dans des situations abominables. Donc que ça change, je trouve ça très bien. Simplement, c'est le cas aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Et donc je pense qu'effectivement, on a besoin de l'État parce que l'État, c'est aussi ça qui permet de protéger les plus faibles. Et en somme, le service public, c'est ce qu'on a quand on est propriétaire de rien. Donc c'est quand même important qu'on ait des services publics, notamment dans les quartiers. Mais Yann Brossat, tes intentions sont bonnes. On ne va pas dire le contraire. Mais où sont les actions ? Là, on va avoir des postes en plus dans l'éducation nationale dès la rentrée. Dès la rentrée, on aura 10 000 postes en plus dès la rentrée. Vous tenez à l'éducation nationale et quelque part, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, dans certaines zones, il manque des périmètre professeurs. Constant de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on va demander à certains en secteurs qui ont été il faut dire la vérité. mal organisés. Il faut dire la réalité. Vous allez retirer dans beaucoup d'administrations. Ce qu'il faut, ce n'est pas ajouter et retirer. Ce qu'il faut, c'est réformer. Vous avez proposé le changement. Vous avez promis le changement. Faites-le. La réorganisation, elle est en cours. On le voit aujourd'hui sur la question de la sécurité avec les zones de sécurité. Mais il n'y a rien de nouveau. Qui sont mises en place. Allez, on en parlera. Donc, quand on réforme, on ne fait rien de nouveau. Moi, j'ai beaucoup de peine pour notre responsable socialiste parce que, et c'est pas contre toi que je le dis, mais c'est qu'effectivement, on le voit et les Français le voient bien, que depuis l'élection du président et du gouvernement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées, pas beaucoup de choses qui sont faites. Allez, effectivement, c'est un peu la puissance et justement, tu es du mal. On va entretenir le suspense. On reviendra sur toutes ces questions dans la dernière partie de notre émission où chacun aussi nous parlera de l'actualité de son parti. On marque une nouvelle pause. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de ce Grand Paris politique avec les représentants des mouvements de jeunes, de nos grands partis. Je vous les représente. Arthur Clouzot, donc pour les jeunes socialistes, Yann Brossat pour le Front de gauche, Jérémy Coste pour les jeunes du centre, le nouveau centre, les nouveaux, j'ai du mal à m'y faire. Les jeunes forces démocrates, voilà, et Geoffroy Boulard pour l'UMP. Alors, il nous reste 8 minutes, beaucoup de sujets encore à aborder. Peut-être autour quand même justement de toujours pour avoir toujours notre fil un petit peu conducteur sur, où sont les vraies ruptures, où ne sont pas les ruptures sur la politique de sécurité, par exemple. On a vu les expulsions de Rome sur les zones prioritaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît innovant, différent, qui se faisait déjà ou pas, Geoffroy Boulard? Alors en tant qu'élu local, adjoint à la sécurité dans le 17e arrondissement, moi, je peux vous dire que sur les zones prioritaires, il n'y a rien de nouveau. Claude Guéant avait mis ça en place il y a plus d'1 an. On a parlé d'une affectation de 1000 policiers. Enfin, c'est une réaffectation, hein, c'est pas une création de poste, on en parlait à l'instant. Je veux dire, vous pouvez expliquer que vous créez des postes, c'est faux. On sait très bien que vous ne créerez pas plus de postes. Vous allez dégarnir Pierre pour habiller Paul. Hein, donc ça, faut être très clair, il faut dire la réalité. Vous les supprimiez, les policiers? Non, pas supprimer. Pas supprimer. Il y a un rapport. Il y a un rapport qui supprimiez les postes de policiers. Vous supprimez un rapport qui explique exactement le contraire de ce que vous dites. 10 000 postes de policiers. On peut parler sur les Roms. Bon, où sont les grandes voix humanistes qu'on a entendues au moment où... discours de Grenoble. Bien sûr, où elles sont sur la plage, elles sont en vacances. Elles sont en vacances. Et donc à un moment donné, on nous disait, oui, vous courez après le Front National. C'est marrant là, vous courez après quoi? Manuel Valls, il court après quoi? Bon, je crois mais il est rattrapé par la réalité. Hein, dans les quartiers, je peux vous dire que les riverains, ils n'en peuvent plus. Il y a un moment donné... La question, c'est pas tant les riverains que les conditions de vie dans lesquelles sont Mais les Français, c'est pas le problème, les Français?
Non, mais ce que vous expliquez, attendez, là vous parlez des Roms. Oui, mais attendez, non, mais on m'explique que le problème des Roms, et ce qui justifie notamment les évacuations de camps de Roms, c'est les c'est l'insalubrité. Et c'est surtout ces quartiers où on a des gamins qui sont parfois déscolarisés, qui sont dans des conditions sanitaires terribles. Effectivement, l'argumentaire n'était pas très différent au moment de la continuité. Non, attendez, l'argumentaire et le discours de Grenoble, c'est autre chose. C'est de dire, il y a une population qui pose problème en France, c'était ça les termes. Vous les évacuez, et là aujourd'hui... Vous les évacuez ? Nous les évacuons pour trouver des solutions de relogement pour ces personnes, pour plus qu'elles soient dans ces situations-là. Et la différence, et c'est ça que vous n'avez pas compris, c'est aussi pour ça que vous avez perdu le pouvoir. Et ça, tant que vous ne comprendrez pas, vous resterez dans l'opposition. Vous y êtes. C'est aussi le discours, attendez, je finis là-dessus. La politique n'a rien à voir dans la mesure, on n'est pas là pour stigmatiser, expliquer que justement, comme vous venez le faire exactement là quelques minutes devant moi, en disant, regardez, les riverains, c'est intenable. Non. La politique, ce n'est pas ça, c'est pas désigner des ennemis pour faire semblant d'agir. On agit quand on agit quand le besoin, quand il y a un vrai besoin. Le besoin aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes sur le territoire français qui sont des Européens, ça a été rappelé, qui sont dans une situation qui est inacceptable, qui effectivement, dans une certaine mesure, peut poser des problèmes au voisinage, parfois de sécurité ou de sentiment de sécurité, et qu'aujourd'hui, il faut agir. Et notamment dans le programme de François Hollande, on avait cette idée de dire les évacuations de camps de Roms, ce n'est pas de la stigmatisation des personnes, c'est le fait de dire on a des personnes qui sont dans une situation difficile. L'État, justement, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ça a été cité tout à l'heure, doit agir pour ces personnes-là. Là, nous avons deux dossiers difficiles à Lyon qui ne sont pas représentatifs de ce qui a été fait, notamment on l'a vu à Lille au cours du mois de juin. Yann Brossat sur la Emmanuel Chip, si vous me permettez, il y a deux sujets. Il y a le sujet des zones de sécurité prioritaires. Absolument. Et de mon point de vue, c'est une bonne chose qu'on mette des moyens en matière de sécurité dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Pour être un élu de Châteaurouge, j'en sais quelque chose. C'est une très bonne chose. Non, parce que sous Guéant, on a diminué le nombre de postes de policiers. Et que là, en l'occurrence, il y aura des postes de policiers qui seront créés. C'est faux, Yann Brossat. Si. Il y a un rapport. En l'occurrence, il y a des postes qui vont être créés. Bon, peu importe. Si sur le deuxième point, c'est un rapport qui fait par qui ? J'ai été publié il y a quelques semaines. Mais le rapport ne change rien. Il y aura des créations de postes de policiers. Peu importe. Deuxième sujet, c'est la Cour des comptes. Deuxième la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité montre qu'il y a eu 10 000 postes qui ont été supprimés entre 2007 et 2012. Deuxième point, sur les Roms, moi je crois que ça n'est pas un problème de sécurité d'abord, c'est un problème de conditions de vie de ces gens-là. Et je le regrette, mais le démantèlement des camps ne règle rien, parce qu'on sait très bien qu'un camp démantelé, c'est un camp reconstitué quelques mois plus tard. Donc le vrai problème, c'est l'insertion professionnelle de ces gens-là. Et de permettre en particulier... chez eux, c'est pas vraiment la solution. Mais non, parce qu'ils reviennent aussi. Donc la vraie solution, c'est d'en finir avec ces règles qui empêche aujourd'hui à ces gens d'accéder au marché du travail, puisqu'aujourd'hui c'est interdit aux Bulgares et aux Roumains. Et là, il faudra changer les choses, parce que tant qu'on ne leur permettra pas l'insertion par l'emploi, on aura des conditions de vie qui vont se dégrader, et inévitablement la mendicité et ce qu'on connaît. Donc je crois que c'est ça la vraie solution, et moi je regrette que le gouvernement ait aujourd'hui recours à ces démantèlements de camps, d'autant que, je me permets de le dire, François Hollande avait dit pendant la campagne, dans une lettre à une association qui s'appelle Rome Europe, pas de démantèlement sans solution alternative. Aujourd'hui, on a les démantèlements, mais à ce qu'on peut voir aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative. Donc je pense qu'il va falloir que le gouvernement change de braquet sur cette question-là. Allez, on s'arrête sur cette question. Moi, j'aimerais, pour les 4 minutes qui nous restent, on va quand même cet automne vers une recomposition assez importante du paysage politique, puisque à l'UMP, vous allez choisir un nouveau dirigeant. La question se pose aussi au Parti Socialiste. Est-ce que Martine Aubry va rempiler ou pas ? On ne sait pas encore. On a commencé à parler tout à l'heure de la recomposition du centre. Vous allez tous participer aux universités d'été de vos mouvements. Voilà. Dites-nous chacun un mot sur comment vous voyez-vous la rentrée pour vos partis, les grands enjeux qui se présentent pour vos forces politiques respectives. Allez, Geoffroy Boulard, vous commencez pour l'UMP. L'UMP, on a donc ce congrès qui va désigner notre président à la fin de l'année. Bon, c'est le temps politique, c'est une nouvelle ère. C'est quoi la différence, Fillon-Copé ? Essayez de nous... Fillon-Copé, c'est deux styles différents. Je crois qu'à la rentrée, on aura l'occasion d'entendre... le fond, parce qu'aujourd'hui on n'a pas tellement entendu le fond, on peut le regretter. Moi j'apporte mon soutien à Jean-François Copé, qui me semble être le plus apte à diriger notre parti, et je pense que sa ligne est plus réformatrice, et je crois qu'on a besoin d'une ligne qui soit généreuse, comme il le dit, mais ferme. Donc notre question, parce qu'on est sur l'émission Grand Paris, un petit peu moins, vous le sentez un petit peu moins social, gaulliste, un peu plus libéral que François Fillon. Oui, je crois qu'il est un peu plus libéral, tout à fait.
Maintenant, on est à Paris, on a aussi, nous, une problématique à l'UMP, c'est qu'on désigne notre tête de liste. Nous sommes en 2012. Il est temps que François Fillon nous dise s'il va être candidat à l'élection municipale, parce que nous aurons ensuite 2013. 2013 sera le temps éventuellement d'organiser une primaire ouverte. Je crois que c'est important, et donc il est important qu'en cette fin d'année, nous ayons des prises de parole fortes, notamment à Paris. D'accord. Alors Jérémy Coste, la recomposition du centre, comment vous voyez les choses se tisser au fil des prochaines semaines de cet automne? Un mot avant, mais très rapide, sur les zones prioritaires, parce que j'en ai pas parlé, juste en un mot très rapide. Le rapport sur les zones prioritaires fait par le gouvernement ne prévoit rien concernant des zones en Outre-mer, et notamment je voulais parler de Mayotte qui a de vrais problèmes de sécurité. Rien n'est dit à ce niveau-là. Il faut aider nos compatriotes d'Outre-mer et de Mayotte particulièrement, et ça, le gouvernement, je l'attends aussi à ce niveau-là. Sur votre question, eh bien, je vous l'ai dit, on est nombreux au centre, on est une famille très riche. François Bayrou, par exemple, comment vous le placez dans ce dispositif? François Bayrou, c'est un centriste. François Bayrou a une voix qui compte pour moi, parce que le message qu'il a porté pendant l'élection présidentielle est un message qui était juste. Je regrette personnellement le choix qu'il a fait au second tour, parce que j'estime que la politique proposée par Hollande ne répond pas aux problématiques de notre pays. Mais en revanche, effectivement, Bayrou fait partie du centre, les modems font partie du centre, et moi je l'ai toujours demandé, je me suis toujours battu pour ça avec mes équipes. On souhaite le rassemblement de toute la famille centriste, c'est-à-dire du Parti radical, du Nouveau Centre, de la gauche moderne et aussi du modem. Et donc à la rentrée, je pense que Jean-Louis Borloo, qui est aujourd'hui notre leader naturel en tant que parlementaire, ministre qui a compté dans ce gouvernement précédent, eh bien il doit acter les choses et le rassemblement. Qui vous soutenez. Alors Arthur Clouzot, c'est qui le leader, le patron idéal du Parti Socialiste pour vous? Écoutez, nous, la question ne se pose pas en termes de qui, mais de leadership et de cap. Dire, sur un parti, aujourd'hui, on a un cap qui est clair, qui est celui de l'action du gouvernement, mais aussi du projet qu'on a porté du Parti Socialiste, tel qu'il a aussi toujours été. Et on a vu que là, il y a une démarche de rassemblement qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas quelque chose complètement d'opportunité, puisqu'on a fait aussi la question des primaires, les primaires qu'on a mis en place. On sort d'un cycle dans lequel on a fait la rénovation des idées aussi, la rénovation aussi de la forme. Aujourd'hui, on est dans une autre phase, c'est-à-dire que le Parti Socialiste, il ne va pas être là uniquement derrière le pouvoir à faire le SAV du gouvernement. Il aura aussi son autonomie, ses choses à dire. Et là, on est uniquement dans le débat de fond, donc ça semble moins intéressant que ce qui se passe à l'UMP avec les investitures. C'est terminé, je suis obligé de vous couper. Mais c'est de là-dedans que nous sommes. Pour qui finalement l'avenir politique est de toute façon le moins incertain en termes de force politique dans les prochaines semaines. Je suis obligé un congrès aussi. Nous sommes obligés de nous arrêter. Rendez-vous, prochaine émission sur justement les Roms, état d'urgence. Merci à tous de votre participation. Merci.